Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Bienveillance et Julia Bricot. Vous voyez l'interlocuteur privilégié qui est le nôtre, Monsieur Yannick Nyanga. Bonjour Yannick. Bonjour Eric. Ça me fait très, très plaisir que tu sois avec nous. Et je voudrais, si tu me le permettais, juste avant, dans une période dont on connaît l'issue aujourd'hui, qui ne peut ne pas nous donner le sourire, moi je voudrais vraiment avoir une pensée pour tous ceux qui travaillent et qui gravitent autour du sport et qui malheureusement, et je sais de quoi je parle, sont dans une situation qui peut s'avérer un peu précaire. Donc je voudrais avoir une pensée pour tous ces gens-là, au-delà bien sûr du corps médical. Et je voudrais remercier aussi le Racing, qui est probablement le seul club en France qui autorise son speaker, maître de cérémonie, à avoir un échange avec ses joueurs et avec son staff technique. Et je suis ravi parce que ça donne une valeur ajoutée au rôle qui est le nôtre, qui n'est pas uniquement celui que de brailler dans un micro. Donc je remercie le président et tous ceux grâce à qui c'est possible. Pardon Yannick, je ne voulais pas prendre la parole longtemps. Mais je me joins à toi, tu aurais pu me joindre à toi sur ce remerciement de toutes ces personnes qui galèrent un petit peu en ce moment, parce que voilà, ça fait des dégâts, pas qu'au niveau de la santé. Voilà, et donc merci d'être là. On a eu le président, on a eu le coach, et donc on a le directeur sportif. Non mais sans déconner. Et il y en a qui t'appellent bonjour monsieur le directeur sportif. Ouais, je veux me chambrer, parce que j'aime pas ça, donc j'aime pas je déteste qu'on mette des gens dans des cases. Voilà. Malheureusement, on a des fonctions et à un moment donné, il faut expliquer ce qu'on fait. Mais en tout cas, j'aime pas les cases, donc j'aime pas qu'on m'appelle monsieur le directeur. Mais voilà, quand c'est amical et que c'est pour chambrer, j'accepte ça, mais plus sérieusement, non. Voilà. Je posais la question à Laurent Travers. Toi aussi, tu as des cartes de visite et marqué Yannick Nyanga, directeur. Ouais, malheureusement, j'ai pas le réflexe de les donner, et puis j'ai l'impression, au début, maintenant ça va un peu mieux parce que c'est quand même assez pratique, mais au début j'avais un peu l'impression de me la raconter quand je sortais ça, donc c'était vraiment quand je préférais donner mon numéro de vive voix, c'était vraiment quand j'avais pas le temps, quoi, ou quand c'était rapide. C'est vrai qu'il y a un côté pratique là-dedans, et il n'y a pas besoin de se présenter avec ça, quoi. La thématique de cet échange, c'est de ne parler que des choses qui sont agréables. Tu as une vie sportive fantastique. Tu mesures qu'elle a été fantastique, ta vie sportive? À mon niveau, oui, parce que j'ai l'impression d'être privilégié par rapport à ce que j'ai vécu, mais je me sens privilégié depuis le début, en fait. Moi, je suis arrivé, j'ai souvent raconté cette histoire, mais je suis arrivé par hasard au rugby parce que j'avais une maison qui était à côté du stade. Donc, j'y suis arrivé par hasard avec l'intention de pouvoir aller au foot plus tard. Et c'était il y a plus de 30 ans et je suis jamais parti. Donc, je me sens privilégié depuis le premier jour où j'ai fait du rugby, quoi. Parce que je trouve ça incroyable d'arriver dans un endroit où on arrive tous d'univers différents. Et ce qui nous rassemble, c'est ce qu'on fait sur le terrain ensemble, les goûters quand tu as 5 ans, les goûters, les départs en bus, les tournois. Tout ça, j'ai toujours pris le rugby comme un privilège, en fait, de pouvoir faire ça. Donc, tu es né à Kinshasa, au Congo. D'ailleurs, ça ne faisait pas partie de mes questions, mais l'Afrique, tu sens dans tes veines qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de ton histoire ou pas du tout aujourd'hui? Complètement. Je sens complètement qu'il y a quelque chose d'africain chez moi. Déjà mes caractéristiques physiques, ma couleur de peau, mes cheveux, voilà. Enfin, on n'est pas obligé d'être noir pour être africain, on n'est pas obligé d'être blanc. C'est vrai, mais on aime le rappeler. Quand on regarde, aujourd'hui on est noir et qu'on grandit dans le sud de la France, comme ça a été mon cas. Les modèles qu'on a, il y a très peu de modèles qui te ressemblent. Et en tant qu'enfant, en tant que personne, on aime s'identifier à ce qui nous ressemble. Et donc du coup, ta couleur de peau, tes cheveux et tout, ça te renvoie à ton Afrique. Il n'y a rien de négatif ni de positif dans ce que je dis, c'est juste un constat. Et moi aujourd'hui, quand j'étais petit, j'avais pas j'aurais jamais répondu comme ça plus jeune, parce qu'en fait je baignais dedans, je vivais dedans. J'entendais mes parents parler en lingala, j'allais souvent chez des tontons, chez des tatis, j'écoutais la musique, je mangeais des plats africains très régulièrement. Donc en fait, j'avais pas besoin de penser à mon africanité puisque je la vivais tout simplement.
Donc ensuite, quand je sortais, j'entendais, j'allais au rugby, j'allais à l'école, j'étais autant français, je me sentais autant français qu'africain, puisqu'à la maison, c'était l'Afrique, en fait, la maison, entre guillemets. Hein. Et donc, du coup, c'est quand j'ai quitté le cocon familial que là, vraiment, j'ai senti que c'est la première fois que j'ai eu envie d'aller au Congo, d'aller à Kinshasa pour rencontrer ma famille. Parce qu'en fait, quand j'y étais dans ce cocon-là, je n'éprouvais pas le besoin de le créer. Par contre, dès que je suis parti, j'ai vraiment renforcé ce lien avec la langue, quoi, Tu parlais avec de, le pays. tu parlais de repères. C'est très intéressant ce que tu dis quand tu dis qu'effectivement, le manquait de repères. Est-ce que, comme beaucoup, quand tu étais gamin, un homme comme Mohamed Ali, comme Cassius Clay, parce que ça dépend de la période, alors je ne sais pas, Michael Jordan, c'est les plus récents pour toi, mais est-ce que des figures noires emblématiques ayant réussi, tu parlais de modèles, est-ce que ces sportifs-là ont été des modèles? Et si ceux-là ne l'ont pas été, est-ce que auquel tu te raccrocherais ou tu te raccrochais quand tu étais gamin? Évidemment, oui, ça a été des modèles. Les gens qui te ressemblent, c'était des modèles. Je sais pas, moi, je me souviens de Georges Weah, attaquant, Mais c'est le africain, Libéria. ballon. Est-ce que le Libéria, c'est différent de C'est finalement l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc, si tu veux, si tu avais le choix, s'il y avait 10 joueurs africains et qu'il y a un Congolais, tu vas plus te rapprocher du Congolais. S'il y a un Congolais qui a grandi en France, je vais te donner l'exemple d'un ami à moi qui aujourd'hui, je suis très fier de dire que c'est mon ami, mais c'est un rappeur qui s'appelle Youssoupha. Aujourd'hui, j'ai rencontré j'ai connu Youssoupha et je l'ai rencontré. Il a sorti une chanson qui s'appelait Ma Destinée. Et il explique qu'il est né à Kinshasa, qu'il a passé une partie de Kinshasa, qu'il est arrivé en France, qu'il a découvert le rap en France et tout ça. Et j'avais l'impression en fait qu'il racontait ma vie, sauf qu'à la place du rap, tu remplaçais par le rugby. Et j'avais jamais fait ça de ma vie, je lui ai écrit. Et je lui ai écrit en disant, tu racontes truc, moi je suis né pareil à Kinshasa comme toi et tout. Le fait d'avoir l'impression de connaître ce qui vit, mais ça crée forcément du lien. Ça crée forcément du lien. C'est comme ça. C'est quand tu vas à l'étranger, que tu entends un Français parler, tu le connais pas, tu es à l'étranger, et vous parlez, vous êtes amis, quoi, parce qu'il est français, il vous parle la même langue, vous avez quelque chose en commun. Et ça, tu parles, pardon, je voulais pas t'interrompre, mais tu parlais de Non, Youssoufa. Il faut juste saluer aussi la qualité des textes de ce mec. C'est-à-dire que, et tu vois, et là on en revient aussi à ce sentiment, et je ne dis pas que c'est le tien, mais de devoir montrer encore plus qu'on est fier d'être français ou de vivre en France. Et je trouve que cet homme est un vrai poète. Je trouve qu'il a un talent d'écriture comme peu long. Et je me dis, et tu vois, je fais le parallèle avec d'autres noms auxquels je ne citerai pas parce que je n'ai pas la certitude, mais que vraiment il y a une volonté de se dépasser, de montrer que, et on en reviendra forcément avec ce France-Australie où il y a plein de choses qui se mettent en place, mais de se dire que, waouh, peut-être que je ne suis pas parti avec une égalité avec les autres, mais j'ai démontré par mon envie, par mon abnégation, par mon travail, que j'ai pu y arriver et je suis fier d'être là. Est-ce que tu es d'accord avec ce regard que... oui, de l'extérieur, je comprends qu'on puisse le voir comme ça. Après, je suis pas sûr que tu penses à tout ça au moment où tu le fais. Je pense que le contexte fait que, effectivement, je pense que c'est plus dur pour quelqu'un qui arrive d'un autre pays que pour quelqu'un qui a grandi ici, qui a ses grands-parents qui sont là. Enfin, moi, aujourd'hui, je vois, j'ai la chance d'avoir 2 enfants. Euh, je vois la relation que les enfants ont avec leurs grands-parents. Moi, j'ai pas eu cette relation avec mes grands-parents. C'est un vrai manque. Quand tu vois la complicité que peuvent avoir des petits-enfants avec leurs grands-parents, tu te dis, ah ouais, mais il m'a manqué quelque chose quand même. Tu vois, à un moment donné, en termes même si j'ai reçu énormément d'amour dans ma vie et je suis pas du tout, j'ai pas l'impression d'avoir un manque, mais le fait de voir ça, tu te dis, ah ouais, quand même. Donc c'est pas pareil, tu pars pas sur un pied d'égalité. Il y a une vidéo qui circule sur YouTube là-dessus où c'est un coach de vie qui parle à des gens. Il dit voilà, faites un pas en avant ceux qui ont jamais eu à souffrir de la faim. Faites un pas en avant ceux qui n'ont jamais souffert de racisme. Faites un pas en avant. Et puis en fait, tu te rends compte que y en a qui restent tout au fond. Et il y en a, il dit voilà, là j'ai cité des choses sur lesquelles vous n'avez rien à voir avec ça. Et par contre, le fait de les avoir, ça rend quand même la vie beaucoup plus facile. Donc juste pensez-y, quoi. Si la vie c'était une course, mais vous avez 10, 20, 30 mètres d'avance. Ça ne veut pas dire que
que vous allez gagner la course, puisque ceux qui sont derrière, croyez-moi, le fait de ne pas voir tout ça, ça va les faire courir vite. Mais prenez conscience de ça, quoi. Et je pense que j'adore cette métaphore parce que c'est vraiment ça, en fait. Je pense que tu apprends beaucoup plus dans l'adversité. Donc souvent, on voit, je sais pas moi, quelqu'un les gens qui grandissent dans les cités, souvent, ils vont peut-être avoir une force mentale, parfois peut-être un peu plus forte que la personne qui a toujours tout eu dans sa vie et qui a toujours... c'est très dur d'avoir faim, entre guillemets, quand on a toujours tout eu, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, ça donne une certaine force. Mais si c'était à refaire, pour nos enfants, on leur souhaite de pouvoir comprendre tout ça sans avoir à souffrir, même si je pense que c'est difficilement possible. Tu te rends compte ça fait 10 minutes qu'on parle, on n'a pas encore évoqué un seul mot de rugby, ce qui prouve que... Non, mais ça prouve bien aussi ça démontre que derrière tous ces champions que vous êtes et que j'ai le plaisir avec lesquels j'échange, il y a aussi toute une histoire et que cette histoire, elle fait partie de vous et finalement, elle s'agrège et elle vous aide à être ce que vous êtes devenu aussi. C'est une composante importante auquel on n'évoque pas. On se dit, tiens, ce mec-là, c'est un champion, mais parce qu'il y a tellement d'éléments qui lui ont permis de l'être et pas forcément que des moments réjouissants, que je trouve extrêmement intéressant qu'on puisse échanger sur ces moments-là. Et je te remercie mais du fond du cœur. Mais j'en suis ému parce que je trouve que c'est génial d'avoir des gens. J'évoquais avec Henri le fait que ça fait 10 ans que je suis au club, on ne s'était jamais parlé comme on le fait. Et je trouve que je suis persuadé que les milliers de gens qui ont la vidéo trouvent du plaisir à savoir que Yannick Nyanga, par exemple, il est aussi ça. Voilà. Tu vois, j'en suis vraiment ému, donc on va parler de rugby, sinon c'est moi qui vais être trop. Je prends le déroulé de ce que j'ai pioché sur toi. Tu as commencé donc le rugby à Agde, c'est-à-dire que plutôt que partir au Cap pour finir tout nu, tu as mis un short. C'est ça. C'est à peu près ça. Tu as joué à 7 et à 15. On y reviendra parce que le 7, on ne le sait peut-être pas, mais effectivement, tu as été champion du monde universitaire, je crois, c'est ce que je me suis noté. Ouais, c'est ça, des lycées, pas tout à fait universitaires, mais c'est des collèges et lycées, quoi. Moi, j'ai une passion pour le 7. Alors, je veux pas je veux pas parler de ma passion, je veux parler de la tienne par rapport au 7. Est-ce que le 7 t'a fait aimer le 15 ou est-ce que le 15 t'a fait aimer le 7 ? Le rugby m'a fait aimer tous les rugby, quoi. C'est ça, c'était à partir du moment où il y avait un ballon de rugby, un ballon de rugby, des espaces, et donc moi j'ai connu le 15. J'avais la chance de courir vite quand j'étais plus jeune, donc plus il y avait des espaces et plus j'étais content. Et donc quand j'ai découvert le 7, il y avait des espaces. Moi j'étais un avant qui était assez rapide pour un avant, donc je me suis vite plu au 7, quoi. J'ai d'énormes, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai d'énormes souvenirs à 7 parce que c'était malheureusement, je trouve qu'on n'y attache pas l'importance dans le développement d'un joueur de rugby. Pour moi, dans le développement d'un joueur de rugby à 15 ou d'un joueur de rugby quel qu'il soit, le 7, pour moi, c'est un passage obligé. Ça développe tellement de choses. Ce qui va développer un joueur de rugby, c'est le nombre de situations qu'il vit, en fait. Le nombre de situations qu'il est capable de vivre. Et le fait d'être que 7 sur un terrain, tu en vis beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fréquemment. Et donc, du coup, ça développe la technique individuelle parce que tu touches 2 fois plus le ballon, 3 fois, 4 fois plus le ballon que sur un match de rugby à 15. Les passes que tu dois faire, elles sont beaucoup plus longues puisque vous êtes beaucoup moins sur le terrain. Et donc, du coup, ça développe une technique individuelle, ça développe un physique parce que quand vous êtes que 7 sur le même terrain de rugby, il faut être capable de courir des distances assez fortes. Et ça développe des situations de 1 contre 1 avec de l'espace. Donc, c'est beaucoup plus dur de défendre sur 10-15 mètres de large face à une personne que de défendre sur 2 mètres. Donc, si tu es capable de défendre sur 10 ou 15 mètres, ça va être encore plus facile de le faire sur 2 mètres. Voilà. Sauf si tu fais 50 kilos et qu'il y a John Alomo qui t'arrive dessus. Mais c'est très rare. C'est de moi dont tu parles. Non, je te dis ça si tu te sens visé. Ensuite, tu files à Béziers. Ouais. C'est au stade de la Méditerranée que tu jouais ?
Ouais, au stade de la Méditerranée, exact. Et Ouais. ce stade est juste incroyable. Cette Ah, tribune, ah ouais, je crois qu'elle est unique en France, cette tribune en face que tu as là. c'est sûr. C'est sûr. Et puis le Euh, public, surtout, c'est qu'au-delà de la tribune, le public est chaud, quoi. Ce sont des vrais aficionados, comme on dit, des fans de rugby. Et moi, les premiers souvenirs que j'ai eus au Stade de la Méditerranée, ils sont incroyables. Moi, le premier match professionnel de top 14, c'était top 16 même à l'époque, que j'ai joué, c'était contre Colomiers. C'est un souvenir incroyable. Incroyable. tu, tu passes 3 ans 3 ans, Je passe un peu plus, je passe 6 ans, 3 ans au centre de formation, 3 ans avec les pros. 3 ans, c'est ça, Ouais, 3 ans chez les pros. ouais, Tu deviens capitaine là-bas. ouais, Euh, 20 ans. Ouais. et, je voudrais juste que tu nous racontes d'abord comment on devient troisième ligne. Est-ce que c'est inné ou est-ce qu'à un moment donné, ton coach il t'a dit, bon écoute toi Yannick, avec les bras que tu as, ouais. avec les jambes que tu as, avec les coronesses que tu as, on va te mettre en 8 à la mêlée. Et comment ça se passe en fait, le choix d'être à un poste plutôt qu'à un autre? Alors, ben, moi, je vais te dire, c'est à Agde. Alors, ça va relier, tu vois, tout est lié. Moi, j'aime bien dire ça, tout est lié. On va revenir au début. Donc, on parlait d'idoles et de personnes sur lesquelles tu t'identifies. Moi, la personne sur laquelle je me suis identifié au rugby à ce moment-là, c'était Serge Blanco. Parce que c'était le seul mec qui était Il ne jouait un pas peu plus 8 lui. basané. Il jouait arrière. Donc, j'ai commencé arrière. Donc, dès qu'il y a eu les postes, j'ai demandé, j'ai dit, bon, moi, je veux jouer arrière. Donc, j'ai commencé à jouer à l'arrière. Ça s'est plutôt bien passé jusqu'à ce qu'on joue, je ne sais plus quel avec Agde, où on prend une valise et quand tu joues arrière et que la défense se fait percer, tu passes un cauchemar. Donc derrière, je suis monté à centre parce que centre c'était pas mal, c'était à côté du 10. Moi, je n'avais pas un jeu au pied assez bon pour pouvoir jouer 10, donc je joue au centre. Et en minime, on a un entraîneur qui est arrivé. On a eu un entraîneur qui s'appelle Philippe Bonneau, je ne sais pas si ça te parle, et qui est qui est un ancien professionnel de la SBJ. Et lui nous a entraînés donc, cette année-là. Et j'étais le plus grand de l'équipe. Et il m'a demandé de jouer troisième ligne. Donc moi, je ne voulais pas passer troisième ligne parce que je n'avais jamais joué troisième ligne. Quand tu joues derrière, ben, devant, tu as l'impression que c'est un peu des bourrins. Vu que c'était Philippe Bonnour qui me l'avait dit et que il jouait numéro 10 à Agde et il entraînait les jeunes, il m'avait dit non mais joue, je me souviens d'une phrase qu'il avait dit, il m'avait dit joue troisième ligne, c'est le plus beau des postes. Moi j'aurais rêvé d'avoir un fils ou un beau-fils troisième ligne. Et comme c'était Philippe Bonnour qui disait ça, il était arrivé à Agde, il avait joué voilà, 10 à Agde, c'était voilà, la légende du club. Mais venant de lui, je me suis dit bon ben je vais essayer. Et c'était l'année des sélections régionales, sélections de l'Hérault et tout ça. Donc moi, à Agde, je jouais troisième ligne, mais quand j'arrivais en sélection, je disais que je jouais centre. Sauf que Philippe Bonnour était aussi dans les sélections et il me disait non, non, il joue troisième ligne. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc j'ai commencé à être sélectionné aussi en troisième ligne dès la première année et c'était parti. Tu as rencontré celui qui est devenu l'un de tes meilleurs amis là-bas, donc Dimitri Ouais, Serzeski. On aura l'occasion d'en reparler parce que là aussi, quand je vous vois tous les deux, quand je pense à la chanson de Michael Jackson et de Paul McCartney, Ebony and Ivory, tu sais, ouais, le noir et le blanc qui se ouais. mélangent et qui donne une mélodie magnifique. Ça me fait penser à ça quand vous êtes tous les deux. Ensuite, tu pars à Toulouse et là, moi, je voudrais que tu nous racontes. Euh, Comment ça se passe les dessous d'un transfert quand on est joueur? C'est-à-dire que, est-ce que c'est le coach qui t'appelle? Est-ce que c'est un dirigeant qui vient te voir 2 fois, 3 fois, 10 fois? Est-ce que c'est un gars de Toulouse qui vient voir tes proches pour te dire, bon, ton jeune, il est bon, on a envie qu'il vienne chez nous? Raconte-nous, alors, quand je dis de ce que tu peux dire, bien évidemment, Ça, mais ce qui m'intéresse, c'est finalement le rapport humain. Pas le rapport financier ne m'intéresse pas. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est le rapport humain et qu'est-ce que tu peux convoiter à cette période-là où on te dit, ben voilà, tu vas quitter Béziers, qui est enfin, à l'époque, c'est une équipe incroyable, enfin, c'est un club qui a marqué l'histoire du rugby, pour aller dans le meilleur club d'Europe. ouais. Mais alors là, je vais te faire la version courte parce que tu m'as dit qu'on n'avait pas beaucoup de on avait une demi-heure, donc je vais te faire la version courte parce que mon départ à Toulouse ne s'est pas fait sans mal, quoi. Ça a été assez rocambolesque. La version courte, donc, c'est que le club de Toulouse, via Jean-Michel Rancoul, qui était recruteur à l'époque, quand j'ai commencé à jouer chez
chez les pros. J'ai été contacté par Jean-Michel Rancoul qui m'a expliqué que, voilà, que mon Qu'est-ce que profil ça veut dire quoi, intéressait contacter? Il vient te voir? par téléphone, au début par D'accord. téléphone, et il récupère le téléphone, et puis il m'appelle, il me dit que voilà, qu'il va venir me voir sur un match. Alors je pense même que c'est sur le. Il me contacte après un Stade Toulousain contre Béziers. Donc on a joué à Béziers, c'était ma première année, et on fait match nul contre le Stade Toulousain à la maison. Et donc pour Béziers, c'était super. Et Il après joue ce bien? match-là, il me Tu fais un contacte. bon match? Tu fais un bon match? Ça va, ouais, ça s'était bien passé. Et donc il me contacte après ça pour me dire qu'ils sont intéressés et qu'eux, ils ont comme un plan de succession à l'époque et que en gros, il y avait Christian Labitte qui était troisième ligne à l'époque qui était dans ses dernières années et qu'ils songeaient à moi pour le remplacer. Donc, notamment, il me dit que c'est pas pour l'année suivante, mais que dans un futur, d'ici 1 ou 2 ans, il souhaiterait que je remplace Christian Labitte. Et donc voilà comment ça s'est passé. Donc je vais faire avance rapide. Ça a été assez rocambolesque avec Béziers, parce que Béziers voulait pas me laisser partir parce qu'il me restait du contrat. Voilà, il y a un peu des histoires. Mais en gros, j'ai rencontré le recruteur. Je suis allé au club, je suis allé voir Guy Novès, et après c'est le président qui a fait une grosse partie du transfert. Mais là où j'avais été vraiment impressionné par le Stade Toulousain, c'était sur la capacité de suivi qu'ils ont eu avant que j'aille au Stade Toulousain. Ça veut dire que il m'a dit qu'il avait apprécié mon match, qu'il me suivait. Il me disait quand il venait. Des fois, il venait et il me disait rien pour voir si quand j'étais La est-ce que j'avais le même motivation est la même. comportement quand j'étais suivi, quand j'étais pas suivi. Une fois, il était venu, j'étais remplaçant. Il était venu me voir quand j'étais remplaçant pour savoir quel truc. Il était venu me voir en sélection aussi. Et donc, il y avait vraiment un suivi. Il venait régulièrement me voir à, à Agde, là où j'habitais. On se voyait, le président était venu au restaurant, on avait mangé, il avait rencontré mes parents pour voir quelle personne j'étais, et tu sentais vraiment que c'était pas laissé au hasard, quoi. Si à un moment donné il y avait certains aspects que j'avais pas remplis, je pense que le transfert ne se serait pas fait, quoi. Et ça, je trouve que ça a été une grande force du Stade Toulousain pendant des années. Je sais pas si c'est toujours comme ça maintenant, mais ça a été une grande force du Stade Toulousain, c'est de ne pas se tromper dans le choix des hommes, en fait. Ça m'amène deux questions. La première, c'est est-ce que tu reproduis ce schéma aujourd'hui en tant que directeur sportif au Racing par rapport aux joueurs que vous avez envie avec le staff de recruter? Tu me dis oui, a priori. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est très. Mais après, je pense que ça, c'est une conception que j'apprécie au Stade Toulousain, mais c'est une conception de vie. Je pense que euh, le plus important, c'est l'homme. J'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut séparer l'artiste de l'homme, le sportif de l'homme. Moi, je pense qu'il y a de l'homme dans tout ce que tu fais. Alors, je ne dis pas que tu es le même à la maison que t'es au travail, mais il y a forcément une partie de toi. En tout cas, moi, je sais que c'est vrai pour moi et c'est vrai pour beaucoup de gens. Donc, je m'intéresse quand même beaucoup à la personne parce que la personne va en dire beaucoup sur le joueur ou sur le métier, quoi. Je souscris à ça. Ma deuxième petite question, tu te souviens du premier échange avec Guy Novès? Premier échange avec Guinoves, oui, je me souviens, c'était au restaurant, à la brasserie du stade. Tu flippais, hein? Mais c'était quand j'avais signé déjà. Ouais, je flippais, bien sûr, je flippais parce que c'est quelqu'un d'impressionnant. Donc, je me souviens de cet échange-là. Il m'avait souhaité la bienvenue et puis après, il m'avait dit ce qu'il attendait de moi, quoi. Et puis c'est un vrai leader, hein. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, qui sait comment l'obtenir. Il sait te laisser assez de liberté pour que tu puisses faire comme tu sens. Par contre, dès que ça va pas dans le bon sens, il est très vite là pour te montrer la bonne direction. Tu l'as vu sourire? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça c'est parce que moi j'ai eu la chance de le connaître alors dans l'intimité, je ne dirais pas jusque là, mais en tout cas dans un cadre un peu plus fermé. Et je pense que c'est un bon vivant. Voilà. Même si il aimait paraître assez dur sur l'extérieur, c'était quelqu'un mais c'était très fort la manière qu'il avait de défendre ses joueurs à l'extérieur, quoi. Donc il pouvait être très dur avec nous à l'intérieur, mais à l'extérieur, dans les conférences de presse, jamais tu l'entendais dire quelque chose de mal sur les joueurs.
Et donc, du coup, c'est vrai que ouais, t'étais fier d'appartenir à une de ces équipes, quoi. J'ai la chance de l'avoir côtoyé, ou Jacques Brunel ou Fabien Galtier. Ils ont un point commun tous les trois. Ils sourient une fois par an, quand même. Hein. Ouais. Mais parce que toi, tu représentes l'extérieur. Tu représentes quelque chose qui peut être, qui peuvent voir peut-être comme une menace, je sais pas. Donc, tu Oh, n'aurais pas peut-être forcément. pas. Tu dis, Euh, on s'attache à ceux qu'on connaît. On dit à ceux qu'on se c'est connaît. vrai. On l'a dit tout à l'heure, Ouais. à ce qui nous ressemble. Et voilà. Donc, il faut pas leur en vouloir pour ça s'ils n'ont pas été souriants avec toi. Je le suis à leur place. C'est bien, c'est bien. Tu es paravent. Tu quittes Dimitri et donc Béziers pour rejoindre le, 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 le Stade Toulousain. J'allais dire Stade Français, toi le lapsus. Justement, par rapport à Dimitri, quand tu le quittes, vous êtes déjà très proches. Ah oui, quand on quitte, on est déjà meilleurs amis depuis un moment. Dimitri, on s'est rencontrés à 15 ans. On se connaissait déjà avant, mais on s'est rencontrés à 15 ans. Et vraiment, quand je dis rencontrer, on a joué ensemble à partir de 15 ans et on s'est plus lâché, quoi. Et donc, quand je m'en vais, j'ai 21 ans, ça fait déjà 6 ans qu'on est H24 ensemble et qu'on a vraiment ce lien qui est très fort. Ce que j'aime aussi dans mon amitié et dans ma fraternité avec Dimitri, c'est que on n'a pas de, on n'a jamais mis ça au détriment d'autres choses, quoi. Ça veut dire que je me suis jamais dit non mais Dim, il faut qu'on aille au Stade Français ensemble parce qu'il faut qu'on soit ensemble, on est meilleurs amis, ou toi il faut que tu viennes au Stade Toulousain. Ça a toujours été qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est bon pour moi, et avant tout, quoi. Je lui ai toujours souhaité le meilleur pour lui avant tout, avant de savoir ce qui était bon pour moi. Donc vous vous quittez à Béziers, triste, mais en vous promettant de vous retrouver ou pas, ou finalement c'est le hasard de la vie qui... Ben, non, on peut pas dire qu'on s'est promis, hein. Il y a eu plusieurs tentatives. Moi, j'ai essayé de le faire venir à Toulouse. Ça a failli se faire aussi quand il était au Stade français. Lui, je pense qu'il aurait bien aimé à un moment donné que je vienne au Stade français. Et puis après, ça s'est fait pour le Racing. Mais on a essayé que ce soit pas les sentiments qui fassent notre carrière et que ça a été, que ce soit la raison. Donc, c'était le projet du Racing qui me plaisait, le projet du Racing qui a plu à Dimitri aussi. Et c'est qu'à un moment donné, j'avais une place dans ce projet, que Dimitri avait une grande place aussi dans ce projet-là. Et la cerise sur le gâteau, ça a été que, ben, en plus de ça, ben, on a pu finir ensemble. Donc après, c'est top. Mais si tu veux, ce que je veux te dire, c'est que notre amitié, notre fraternité, elle est au-delà du rugby. Donc en fait, qu'on joue ensemble ou qu'on joue pas ensemble, ça changera rien. Alors si en plus on joue ensemble et qu'on se voit plus régulièrement et que nos enfants peuvent grandir ensemble, nos familles peuvent se voir plus régulièrement, c'est encore mieux. Et ce que je veux te dire, ma fille est née à Toulouse, mais ça n'a pas empêché que Dimitri, elle avait quelques jours, il était déjà descendu pour la voir, quoi. Donc pour les événements marquants, il sera là et je serai là et ça ne changera pas, quel Mais que soit le. il n'a pas il a pas de défaut, ce talonneur? On doit tous avoir des défauts, mais je dirais que ils sont difficiles à trouver. Écoute, Dimitri Sarzeski est avec nous, messieurs, dames. Depuis 3 minutes, il t'écoute. Salut Dimitri, salut, merci d'être là. Salut Yannick. Tu verrais le grand sourire de Yannick. On parlait, tu as entendu depuis quelques minutes de votre relation. Tu as pu entendre. Tu souscris à ce que dit Yannick, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas privilégié votre amitié, vous avez d'abord pensé à votre carrière et que c'est finalement la vie et aussi finalement des choix aussi stratégiques qui ont fait vous retrouver au Racing. Tu partages ça? Oui, non, je partage ça, c'est vrai. Après, on a vécu déjà de très beaux moments jeunes, en étant jeune. On a vécu nos premières sélections en équipe de France en moins de 18 ans, en moins de 19, en moins de 21. Nous avons vécu aussi notre première sélection en 2004 avec le 15 de France pour la tournée aux États-Unis et au Canada. Nous avons joué à Béziers ensemble et puis après nos destins forcément se sont un petit peu séparés pour le bien de la carrière de l'un et de l'autre. Forcément on aurait aimé jouer toute notre carrière ensemble, mais ce n'était pas possible, donc il fallait faire des choix et pour le meilleur de l'un et de l'autre, chacun est parti de son côté, mais sans jamais entre guillemets se quitter. On évoque
un peu brièvement, mais qu'avec bienveillance et Gilles la carrière de Yannick, qui effectivement parle beaucoup, mais qui dit des choses plutôt intéressantes. Donc, je suis très content de le laisser évoquer ses souvenirs. Si tu évoques la carrière de Yannick, alors, c'est ton ami, mais tu es aussi aujourd'hui pédagogue, vu le métier qui est le tien aujourd'hui. Quand tu vois la carrière de Yannick, qu'est-ce que tu dirais qui correspond parfaitement à ce qu'il a fait dans ce sport? En tout cas, Yannick, voilà, c'est un vrai fédérateur. C'est un leader de vie, un leader de terrain. Il a cette capacité à influencer, à rassembler en fait du monde autour de lui. Et donc c'est ce qui a fait aussi sa force durant toute la carrière. Il a fait toujours partie où il est passé, par où il est passé. Il a toujours fait partie des leaders et c'était un élément important en tout cas dans chacune de ses équipes. Et aujourd'hui, même dans ce rôle qui est nouveau, tu le vois aussi bien réussir que dans celle de sa carrière de rugbyman? Oui. Mais en fait, c'est toujours pareil. En fait, c'est un engagement que tu y mets. Et Yannick, c'est un passionné dans tout ce qu'il fait. Il est curieux, il s'intéresse à tout. Et en tout cas, comme on dit, il mouille le maillot. Et il a toujours fait en tant que joueur, et aujourd'hui il le fait en tant que dirigeant. Donc oui, une belle carrière s'annonce pour Yannick, ça c'est sûr. Et une dernière question, Dimitri. Tu ne le vois pas, mais bon, tu le connais mieux que personne. Mais il a un joli sourire. C'est vachement bien de voir Yannick avec cette tête-là. Vous avez monté des stages ensemble. Est-ce que là aussi, même si vous êtes amis, vous avez une même philosophie de travail tous les deux? Oui, exactement, ouais, c'est ça. En fait, on partage la même passion, on partage aussi les mêmes valeurs et les mêmes vertus. Donc, c'est ce qui fait aussi la force entre nous. Même si, quand j'étais plus jeune, et lui aussi était un peu plus extraverti que je l'étais, mais c'est ce qui a fait notre force aussi, parce que chacun se retrouvait l'un dans l'autre. Et moi, j'ai aimé ce qu'il avait Yannick, et Yannick aimait ce que j'avais, et ça nous a permis de grandir ensemble, tout simplement. Yannick, tu es d'accord avec ce que dit Dimitri? C'est exactement ça. Ouais. On a des caractères qui sont très différents, que ce que disait Dim. Mais par contre, les valeurs sont les mêmes, quoi. Et c'est le plus important, en fait. Et je sais pas si on nous connaît à part, si deux personnes nous connaissent différemment, je ne sais pas si elles peuvent se dire qu'on est meilleurs amis, alors que quand on nous voit ensemble, je sais pas, il va dire quelque chose, il n'a pas besoin d'évoquer le sujet, je sais déjà de quoi il parle, et lui pareil. Je sais pas, on va parler à une personne totalement différente, on va dire exactement la même chose. Ça c'est fort. J'ai pas souvenir de m'être disputé avec lui alors que ça fait pratiquement 20 ans qu'on se connaît. Et tout ça, je pense, en ayant été honnête, quoi. Donc je pense que voilà, je sens que je suis vraiment privilégié d'avoir une relation comme ça avec quelqu'un. C'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'on l'a construit malgré tout. On a construit cette relation. On s'est laissé être soi, quoi. On n'a pas. Moi, j'ai jamais dit à Dim que j'attendais ça de lui, quoi. Et vice versa. Lui, il m'a laissé être moi, et vice versa, quoi. Quoi? Même quand il était ton capitaine? Oui, non, ouais, même quand il était mon capitaine, j'écoutais, je pouvais le conseiller, mais oui, mais après des fois il me dit des choses. Mais c'est même pas engueuler, c'est que il est capable de me dire des choses. Il va me dire des choses quand il pense. Là, Yannick, je pense que tu te trompes quand tu fais ça. Mais moi, je sais très bien que quel que soit ce qu'il me dit, ce sera jamais pour nuire. Ce sera toujours pour m'agrandir. Et ça, je pense que c'est une grande force en fait, de se dire que on a une personne qui, voilà. Peut-être que moi je vais lui donner un conseil, peut-être que je peux me tromper en lui donnant un conseil, mais en tout cas je vais faire comme si c'était pour moi, quoi. Bon, Dimitri. Je confirme. Merci Dimitri d'avoir pris quelques minutes de ton temps. Je pense que ça fait plaisir à Yannick, même si encore une fois vous avez des échanges réguliers, mais c'était une petite surprise. On t'embrasse, Dimitri, en tous les cas. On t'embrasse. Allez, je vous embrasse, moi aussi. Salut, à bientôt. Merci. Merci, salut à toi. Bon, c'était une petite surprise
comme ça. J'espère que même si peut-être tu t'y attendais, que ça t'a fait plaisir de. Bien sûr, c'est toujours plaisir. Mais surtout, là, je parlais de lui et tu en parles. Ouais, bon, on se dit pas ce genre de choses. Tu vois, je pense que aussi bien lui que moi, on est assez pudique sur ça, sur exprimer ses sentiments. Mais en tout cas, ça fait du bien de temps en temps de dire. Euh, donc, 3 fois champion de France, champion d'Europe. Le Racing, champion de France avec le Racing 2016. Ah ouais, Oui. trois fois champion de France, une fois champion d'Europe. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, je t'en prie. En 2016, tu le deviens une 4e fois avec le Racing, champion de France. Est-ce que, bien sûr, parce que c'est Barcelone, ça a une saveur particulière, mais est-ce que tu es capable de faire une différence entre les titres que tu as eu avec Toulouse et celui avec le Racing? Complètement. Le premier titre de Toulouse, je joue pas la finale parce que je me fais mal en demi-finale. Donc, mais c'est vraiment, on m'avait toujours dit, il y a beaucoup de grands joueurs qui ont jamais soulevé le bouclier de Brennus, notamment Serge Blanco. Je parlais d'une de mes idoles de jeunesse, et je me souviens de cette finale. Moi, la première finale que j'ai de souvenir, c'est la finale de 92 où Serge Blanco, avec Biarritz Olympique, perd contre le RCT. Donc déjà, je me suis dit, il faut que je le soulève une fois. Donc en 2008, quand je le soulève la première fois, c'est voilà, grande joie. Au moins ça, c'était quoi. J'ai un bouclier de Brennus, et mon père qui était là. Je me souviens, voilà, il y a eu beaucoup de larmes, une grosse fête et tout ça. Le Stade Toulousain, ça faisait le dernier titre daté de 2001, et ils étaient abonnés au titre, et le titre suivant est arrivé 7 ans après. Donc je t'imagine même pas la fête qu'il y a eu derrière à Toulouse. Donc, vraiment top. Derrière, il y a le titre de champion d'Europe en 2010, où je me blesse au deuxième match de la Coupe d'Europe. Donc je suis pas sur la feuille de match aussi, sur la feuille finale. Mais bon, le fait de m'être blessé dans cette compétition, tu te dis, j'ai laissé un genou, donc je suis quand même, je me sentais champion d'Europe, vraiment, tu vois. Et ensuite, le 2011, c'est la première fois que je suis sur la feuille de match, sur la finale. Et donc, je suis très heureux. 2012, c'est contre Toulon. Ça se joue vraiment dans les derniers instants. Mais voilà. Et puis 2016 avec le Racing, pour moi, c'est le plus beau parce qu'il arrive pas loin de la fin. C'est un pari quand tu passes 10 ans au Stade Toulousain dans un truc qui est une machine, de partir au Racing alors que le Racing n'a pas gagné depuis très longtemps. Ça fait déjà assez longtemps que Jackie Lorenzetti est là et qu'il veut le gagner, et que ça prend pas forcément. Donc c'est un pari. Moi, quand j'ai signé au Racing, il n'y avait pas encore les annonces de Carter, de Rocco Socco, de Mazoé, tout ça, ils étaient pas annoncés. Donc il y a ce pari là, et cette idée de se dire que avant, j'ai été un jeune dans une équipe, j'ai été un joueur leader, certes, et là, je fais partie vraiment des joueurs qui font l'équipe. Et je trouve que le fait que ce soit bien passé comme ça, et que ce soit avec Dimitri, c'est de loin le titre du Racing, c'est le plus beau, quoi. Le plus beau. Il y a Jean-Pierre qui posait des questions, des supporters qui posaient des questions. Parmi celles-ci, c'était ton meilleur souvenir à Béziers, à Toulouse et au Racing. Racing, c'est le titre de champion de France. Racing, c'est le titre de champion de France, ouais, avec presque le titre de champion d'Europe, parce qu'on passe à ça. On y reviendra. On va y revenir. Et c'est le titre de champion de France sans problème. Avec Béziers, il y en a deux. C'est quand on se qualifie pour les playoffs, alors qu'on avait une équipe qui était faite pour la Pro D2. Et mon premier match à domicile contre Colomiers, premier match de championnat à domicile contre Colomiers, où ça se passe super bien. Colomiers vient de, je crois, jouer la finale de la Coupe de France ou de la finale du championnat de France, je crois, contre le Stade Français. Et ils viennent chez nous et on gagne. Et moi, je fais un match, un de mes meilleurs matchs. Sous le maillot de Béziers, ça se passe super bien, je sors sous les ovations du public, donc c'était un très 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 bon souvenir. Toulouse, c'est... À Toulouse, c'est très compliqué parce qu'il y en a tellement. Toulouse,
Toulouse, c'est trop dur de sortir un souvenir. Parce qu'il y a eu. On a vécu une épopée énorme, quoi. Champion en 2008, champion en 2010, champion en 2011, champion en 2012. Donc, tu vois, c'est une. C'est plus un souvenir global, finalement, de Voilà, cette belle. Toulouse, c'est un souvenir global. Toulouse, c'est la ville, le public, les amitiés que j'ai fait. C'est très, très difficile de sortir un souvenir. C'est difficile, voilà. Mais le souvenir le plus fort de tous, c'est le Camp Nou, quoi. Le Camp Nou, ça arrive à la fin, quoi. Enfin, je veux dire, t'écris si je voulais que ma carrière soit d'une certaine manière, je pense que je sais pas si je demanderais autre chose, quoi. Donc tu peux nous confier un secret, la tronche du président quand il sait qu'il est champion de France. Comment, quand vous vous retrouvez dans le vestiaire? Ah ouais, bah, je pense qu'il est ailleurs. Il est transporté. Moi, j'ai un souvenir de le voir décoiffé, en fait. Tu vois, tu vois, d'habitude, Jackie, il est quand même, voilà, c'est un président, il présente bien, toujours en chemise blanche, costume, toujours, voilà, nickel. Et là, j'ai souvenir de le voir, de finir le match. On aurait dit que c'était lui qui avait joué le match, quoi. Tellement je pense qu'il avait pris des joueurs, des entraîneurs, du public, il est allé dans le public pour prendre tout le monde dans les bras. Et j'ai ce souvenir de le voir un peu décoiffé en train de se remettre. Parce qu'on peut tout lui reprocher, mais pas la passion qui est la sienne pour son club. Ça, on peut pas. Ah oui. Moi, ça fait partie de. J'ai accepté de travailler aussi à ses côtés en tant que directeur sportif parce que je pense que j'ai de l'admiration pour lui, pour ce qu'il est capable de faire, la générosité qu'il peut avoir. Alors, c'est vrai que je trouve que c'est un peu. Il y a un peu une dualité entre l'image qui transmet et la personne qui peut être à l'intérieur. On parlait de Guinoves aussi, qui est un peu comme ça, qui peut donner l'impression d'être une personne assez froide. Et alors, quand on le connaît à l'intérieur, c'est une personne qui je pense, est généreuse. Je pense que Jackie est comme ça, sauf qu'il est encore plus haut dans la hiérarchie parce qu'il est président. Et ben, je suppose qu'il se doit d'être un peu plus froid, quoi. Mais en tout cas, à l'intérieur, je suis content de connaître. J'apprends beaucoup, en tout cas, maintenant. Il nous reste 2 sujets à aborder qui vont être l'équipe de France et puis justement ton nouveau statut au Racing. Pour autant, c'est de notoriété publique, tu es un homme extrêmement curieux. Tu as toujours le désir de t'améliorer, tu l'as même dit dans tes mots, c'est patent. Et tu suis une formation au CDES, c'est ça? CDES à Limoges. Moi, j'ai juste une question à te poser en tant que. Maintenant, tu es élève, en fait, finalement. Ouais. Mais est-ce que tu es un élève modèle à Limoges? Moi, c'est. C'est quoi un élève modèle? Je t'ai dit, moi, je n'aime pas les cases. Tu as le temps de discuter en ce moment, là? C'est parce qu'on n'a toujours pas reçu pour les problématiques là, du dossier. Yannick, tu vas finir à la repêche. C'est Jeff, ça. Nous sommes avec Jean-François Brocard, qui est l'un des responsables du CDES à Limoges, que je remercie. Bonjour Jean-François, merci de prendre quelques minutes. Et tu verrais la tête de Yannick. Autant il n'était pas surpris d'entendre Dimitri, autant de t'avoir au téléphone avec nous. Raconte-nous alors, comment ça se passe avec cet élève? Non, très très bien. Après, ils subissent des conditions vraiment exceptionnelles et à leur détriment malheureusement, puisque on a eu pas mal de sessions qui ont été annulées à cause des grèves dans un premier temps, puis maintenant à cause du confinement. Mais non, c'était très bien parti. C'est assez frustrant que la dynamique ait été un petit peu coupée. On continue à se rencontrer, à discuter par Zoom, etc. Mais bon, ça remplace pas les sessions de formation. Mais on a bon espoir que l'année prochaine on puisse rattraper tout le retard qu'on a pris. Et puis non, la promo est super, on arrive à avoir tous les étudiants sur Zoom, tout le monde est motivé, tout le monde avance sur ses travaux et sur ses projets. Donc on est très satisfait d'eux et en particulier d'Yannick, évidemment.
Bon, et Yannick, ça te fait quoi d'entendre ton prof au téléphone? Ouais, ça fait bizarre, je l'ai eu il n'y a pas longtemps aussi, comme dit, non, mais il a tout résumé. Je pense que c'est limite frustrant parce que c'est les premières sessions et tout, ça s'est tellement bien passé. Enfin, tu vois, tu me connais maintenant, on a parlé de ma curiosité et tout ça. Là, t'imagines, il y a des joueurs de différents sports qui ont eu des carrières incroyables, pour ne citer que, enfin, il y a Daniel Narcisse, Jocelyn Gourvenec, François Clerc, Benjamin Nivet. Je peux même pas tous les citer tellement je pense que tous dans leur niveau ont été capables d'accomplir des choses assez exceptionnelles. Donc du coup de côtoyer des univers différents, d'avoir une formation qui me ressemble parce que moi, pour avoir discuté avec Jean-Pierre Caraquillo et, et Gérard qui sont les deux personnes qui ont créé cette formation-là, ça me correspond. J'ai eu un gros complexe, c'est de ne pas avoir fait de grandes études. J'ai eu la chance de faire du rugby très tôt. Et donc, j'ai sacrifié un petit peu mes études. Et là, je me retrouve avec des gens qui ont un petit peu le même profil que moi, mais sans ce complexe-là, quoi, sans se sentir un peu inférieur et avoir qu'on a tous la même soif d'apprendre. Et ça, je trouve que c'est génial. Jean-François, tu corrobores ces propos? Oui, complètement. C'est vrai que il y a vraiment le sentiment de frustration parce que la promo était bien partie, puis on récupère toujours des étudiants qui se mettent en difficulté parce que c'est souvent des anciens sportifs pros qui ont fait des très très belles carrières, pas toujours aussi belles que celle de Yannick, mais des belles carrières malgré tout, et ils viennent se mettre en difficulté. Donc c'est ce qui fait qu'on teste leur motivation de cette manière-là, et on sait qu'ils attendent de nous beaucoup. Et en même temps, on essaie nous aussi d'avoir des exigences assez élevées pour qu'à la fin, ils sortent avec un diplôme qui a de la valeur, qu'ils aient l'impression d'avoir bien travaillé, bien fait avancer le projet de leur club, et idéalement qu'ils arrivent à trouver du boulot à la sortie pour ceux qui n'en avaient pas, et pour ceux qui en avaient comme Yannick, qui gagnent en légitimité dans leur club. Jean-François, on pourrait aussi saluer l'humilité, puisque même Yannick l'évoquait par rapport à ses études qu'il a arrêtées tôt. Christophe Le Petit, qui est l'un des responsables du CDS, me racontait il y a quelque temps que même Zizou, quand il était venu faire la formation, n'avait pas voulu dormir ailleurs qu'à l'Ibis où dormaient tous les gens qui faisaient la formation à Limoges. Ça montre qu'on peut être un grand champion, et Yannick en est un, et garder les pieds sur terre pour considérer que l'humilité est une valeur qui va leur permettre d'avancer aussi. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on a un système de recrutement, puisqu'on a énormément de candidats pour assez peu de place finalement dans la formation, puisqu'on a 7 disciplines mixtes et qu'on n'a que 19 étudiants dans la promo. Donc ça nous permet de faire une sélection. Et dans cette sélection, l'un des critères qu'on retient, c'est l'humilité. Alors, c'est pas toujours facile à détecter en amont, mais on essaie de faire les efforts pour y parvenir. Et de fait, on n'est jamais déçu. C'est vrai que l'ambiance de groupe est toujours très sympa. C'est une formation qui est vraiment à la bonne franquette. On va toujours bouffer au resto, boire des coups, on bosse ensemble, on fait des activités sportives, mais on n'oublie pas de bosser et on les fait bosser. Jusque-là, on n'est vraiment pas déçus. C'est vrai qu'en général, la dynamique part très vite. On laisse un petit peu les étudiants en autonomie à ce niveau-là et on n'est jamais déçus. C'est vrai qu'ils se découvrent. Ils ont tous des profils différents sportifs et puis en termes même personnels. Il y a des profils plus leaders, d'autres plus suiveurs, etc. Mais la dynamique prend à chaque fois. Et l'humilité, c'est vrai que c'est essentiel et on n'est jamais trop déçus à ce niveau-là. Quand tu as parlé d'aller boire un coup, Yannick avait à un moment donné a eu un grand sourire sur son visage. Jean-François Brocard, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes de ton temps. Je pense que ça a fait plaisir, cette surprise à Yannick. Il lève le pouce. On te souhaite un bon week-end, bon courage, et puis s'il te plaît, embrasse Christophe de ma part. Merci beaucoup. Ouais, je fais ça. À bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Bon. Ouais. Et j'ai pas bossé le sujet Yannick Nyanga. Ah, si, t'as bien bossé. Yannick, 2 sujets encore abordés. L'équipe de France. Je cherche ton nombre de sélections de mémoire. Attends, ne me dis pas. Parce que c'est 46, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu te souviens de ton premier match, bien sûr, face aux États-Unis. Beaucoup de gens me parlent de ce match face à l'Australie, de ce moment exceptionnel. Est-ce que tu te souviens des 2 joueurs qui étaient à côté de toi? Bien sûr. Ouais. C'est Fred à gauche et Dimitri à droite. Ouais. T'as senti que la caméra était sur toi quand tu étais ému Parce qu'à un moment donné, on te revoit, tu essayes de rechanter la Marseillaise, mais l'émotion est trop forte. T'as vu là t'as bien évidemment pas pensé que des millions de gens verraient cette image-là, mais
est-ce que finalement c'était aussi un soulagement d'évacuer tout ce que Ben tu oui, as vu? ça faisait 5. En fait, moi, j'ai eu ma première sélection à 20 ans. À 23 ans, j'avais déjà 25 sélections. Et la 26e, elle est arrivée à 27 ans, je crois. Ouais, non, il y a eu 5 ans, donc à 28 ans. Donc, euh, donc, euh, donc 5 ans en sport de haut niveau, c'est une éternité. Donc, tu t'entraînes très très dur pour essayer de revenir, et puis chaque fois tu vois des. Je sais pas si tu imagines 5 ans le nombre de sélections que tu vois passer où il n'y a pas ton nom. Donc, Avec un sentiment d'injustice parfois? je sais pas, parce que je trouve que non, pas un sentiment d'injustice, parce que tu sais, tu parles d'humilité tout à l'heure, dire que c'est pas un dû. La sélection, c'est clairement pas un dû. Donc, on me doit rien. Mais par contre, c'est de la tristesse. C'est de se dire que tu as goûté à ça, qu'on a estimé que tu étais capable de le faire, et qu'à un moment donné, on t'estime plus capable. Alors que toi, tu te sens plus fort qu'avant. Donc, c'est difficile de dire l'injustice, non, parce qu'injustice, injuste, non, c'est pas ça. La justice, c'est pas ça, c'est pas ne pas être sélectionné. Ça, c'est. Mais par contre, être triste, oui. Et par contre, le jour où ça arrive, ben, moi, je me souviens de cette journée-là, j'avais envie de pleurer pour tout. Je recevais des messages, j'avais les larmes qui montaient, parce que tu imagines bien que tous les gens qui t'aiment t'encouragent et sont super contents pour toi. J'avais appelé, je me souviens, la famille, bon, parce que bon, je suis quelqu'un qui a les sentiments qui montent assez rapidement. Donc, bon, faut pas que tu nous fasses pleurer, tout ça, la famille qui appelait pendant toute la journée. Voilà, c'est une journée qui est magnifique, en fait. Et souvent, moi, en tout cas, ce que je trouve dans les matchs avec l'équipe de France, la Marseillaise, c'est le point où il y a le plus d'émotions, quoi. Surtout quand tu joues en France, tu es face à la tribune présidentielle, il y a les familles qui sont là. Tu vois tous les gens qui comptent. Il y a une tribune où, quand tu regardes, ben, il y a tous les gens qui comptent. Et donc souvent, ben, quand tu regardes ça plus la Marseillaise, ben, il faut être prêt, quoi. Et là, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vécu ça que j'étais pas spécialement prêt. Donc moi, je me souviens, si tu veux, de ce que tu te souviens quand il y a la Marseillaise, c'est que la caméra passe. Donc en fait, pendant que la caméra va passer, ben, j'essaie de un peu me retenir. Bon, finalement, il y a des larmes et tout, j'essaie de me retenir. Mais sauf que quand la caméra passe, mais pour moi, je me dis, bon, allez, c'est bon, elle est passée, parce qu'on a tous vu à la télé ou on a tous vécu, ben, les hymnes, c'est tous les visages qui passent comme ça, quoi. Et ça, c'est trop court pour qu'il y ait un gros plan sur une personne. Donc, quand la caméra passe, mais moi, je me dis, bon, mais ça y est, c'est passé. Comme j'ai trop d'émotions, je me dis, allez, vas-y, sors tout, comme ça, au moins, sauf que, ben voilà, il n'y avait pas qu'une caméra, il y en avait je sais pas combien. Voilà, il y a eu un gros plan là-dessus. Ça a marqué beaucoup les gens. Mais alors, c'était pas la première fois que je pleurais dans la Marseillaise. J'ai souvent pleuré dans les Marseillaises, mais c'est vrai que celle-là, elle était. J'en ai laissé un petit peu plus de centilitres, on va dire. Tu mesures qu'il y a je dis des milliers, je ne sais pas le nombre, de gens qui ont pleuré avec toi en te voyant pleurer pendant cette Marseillaise. Tu sais quand même l'impact que ça a sur les gens qui vivent, et j'encourage tout le monde à aller voir un match de l'équipe de France parce que c'est tellement à part à ce moment précis des hymnes. Alors la Marseillaise parce que c'est le nôtre, mais quand tu entends God Save the Queen ou God Defend New Zealand ou quel que soit Land of Pfizer, enfin bref, est-ce que là, quand même, avec le recul, est-ce que tu te mesures que putain, mais il y en a plein qui ont vécu ça par moi, au travers de moi, et qui se sont lâchés aussi? Mais moi, si tu veux, je m'en suis rendu compte. Il y a deux fois que je me suis rendu compte de ces deux histoires. Et la première, je pense que jamais l'avoir racontée en public. Mais la première fois, c'est une fois, j'étais en soirée à Toulouse et je me souviens très bien de cette personne-là. C'était un garçon qui s'appelait Fred. J'avais pleuré aussi dans cette Marseillaise. C'était en 2005. On fait une tournée une tournée en France où on joue l'Afrique du Sud. Et ce match-là, on gagne. Et moi, je fais un très très bon match. Et quand je rentre à Toulouse, il y a un mec qui m'interpelle en soirée qui me dit écoute, je voulais te féliciter, tout ça, et je voulais te remercier parce que je t'avais vu te battre là comme ces Sud-Africains, tu étais un plus petit que tout le monde, tu lâchais rien et vous avez gagné. Et moi, j'étais en prison et ça m'a aidé à tenir. Voilà. Et donc, du coup, tu vois, je me suis dit, oh.
tu vois, en fait, tu te dis, ah ouais, donc moi, je fais mon match de rugby et il y a un mec qui est en prison qui voit ça et qui il se dit, ouais, ce mec-là, il lâche rien, mais moi, je vais tenir comme ça. Donc ça, tu vois, déjà, le premier truc, j'avais trouvé ça très, très fort. Et donc, j'avais commencé déjà à me rendre compte. Mais là où je me suis vraiment rendu compte, c'est pendant ces 5 ans, je te dis, où je joue plus en équipe de France. C'est-à-dire que Dimitri l'a dit tout à l'heure, on a fait moins de 17, moins de 18, moins de 19, moins de 21, équipe de France, Stade Toulousain, les titres et tout. Tu as l'impression que tout arrive tellement vite, tu as l'impression que c'est normal, alors que ça l'est pas en fait. Et tu fais, voilà, tu passes l'équipe de France, tu passes un truc, tu passes à l'autre. Sauf que, mais quand tu l'as plus, tu te rends compte que c'est trop bien en fait. Quand tu vas chez les gens, je me souviens d'une fois où j'avais organisé où je sais plus, je crois que c'était Fred, on n'était pas sélectionné et on est invité pour regarder un match de l'équipe de France. Mais toi d'habitude tu le joues ce match. Et là tu viens voir le match de l'équipe de France, tu arrives normal et puis là tu vois tout le monde habillé en rouge et bleu, les filles qui ont des drapeaux bleu blanc rouge peints sur les joues et tout ça. Et tu vois comment ça vibre, tout ce qu'il y a autour de ça, la joie que ça procure. Et tu te dis, mais en fait, enfin, tu réalises le truc, quoi. Et tu te dis, mais et c'est encore pire parce que je me disais, mais j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de revivre ça, j'ai envie d'être ce vecteur d'émotion là. D'être acteur, en fait, d'être acteur, ouais. Voilà, c'est ça. Et j'ai attendu, du coup, tu vois. J'ai attendu pas mal de temps, mais après, une fois que je l'ai eu, ça a été. Je me rendais compte, effectivement. Sur la deuxième partie de ma carrière, je me suis rendu compte de beaucoup plus de choses que sur la première partie, ça c'est clair. Tout ça pour en venir au fait qu'aujourd'hui, tu es donc devenu directeur sportif du Racing 92, avec une enceinte juste. Incroyable. Enfin, Pauline me faisait la remarque comme quoi on est maintenant habitué, nous, à y être et à y venir tous les week-ends, enfin tous les 15 jours, et que quand tu vois dans les yeux des gens qui viennent pour la première fois, la stupéfaction, au-delà de l'appréciation, de aimer ou de pas aimer, mais la stupéfaction de rentrer dans quelque chose qui est tellement différent de tout ce qu'on peut connaître en France, et même presque en Europe, enfin je veux dire, c'est quelque chose tellement à part. Est-ce que toi, en tant que directeur sportif, avec Laurent Travers, avec le président, avec tout le staff, est-ce que dans tes négociations pour faire venir des joueurs, est-ce que l'enceinte est un élément supplémentaire dans la négociation? Évidemment. Évidemment, ben oui. C'est pour un joueur, l'endroit où tu vas jouer, c'est important. Avec qui tu vas jouer, où tu vas jouer, comment ça va se passer et pourquoi tu vas jouer. Voilà, quand tu réponds à ces 4 questions-là, si tu arrives à répondre à ces 4 questions-là de manière pertinente, ben il faut vraiment qu'il y ait des facteurs énormes pour pas que ça se fasse. Si tu expliques la place, tu expliques le projet, la place de la personne dans le projet et l'enceinte, les joueurs avec qui il va jouer, c'est quand même beaucoup plus facile quand on est au Racing 92 que quand on est ailleurs, quoi. Ça, c'est sûr que. Tu prends du plaisir. Mais le stade ne suffit pas. Hein. C'est pas ça. Oui. Mais c'est un impact. Tu prends du plaisir dans ce que tu fais? Ouais, je prends du plaisir dans ce que je fais. Dans les rapports humains, il faut que j'arrive à. Ça a été difficile au début de trouver sa place, de trouver une place qui me correspond, qui correspond à tout le monde. Voilà, je suis plus joueur, je suis pas entraîneur, je suis pas président, je suis pas voilà, je suis directeur sportif et donc c'est difficile déjà de trouver sa place dans une organisation qui existe déjà et qui performe déjà. Et c'est difficile de faire comprendre sa place à tout le monde. Mais je pense que, comme le disait Dimitri, je suis quelqu'un de curieux, j'essaie de m'intéresser, j'essaie de progresser, j'essaie d'apprendre le plus rapidement possible. Et donc, du coup, je pense que petit à petit, je trouve la bonne posture. Voilà, tu en parlais du CDS tout à l'heure, ce sont des choses qui aident à te positionner, quoi, de se former comme ça. Je pense que je crois beaucoup à ça, à la formation. 3 questions, il me reste. Yannick, merci d'avoir pris ce temps et de l'authenticité. Enfin, je pense que ça a été aussi, j'espère en tous les cas, un joli moment. Ah oui, je suis réglé, mais ça se voit, non ouais. Même si tout le monde dit que je parle beaucoup, quand je ne suis pas bien, je ne parle pas. Voilà. Bon, mais tant mieux.
trois questions. La première, c'est, là c'est oui ou non, parce que j'ai pas envie d'entrer dans le détail de ça, mais est-ce que tu travailles déjà avec le staff sur le recrutement de la saison prochaine? Oui, bien sûr. Sur le recrutement de la saison prochaine, le recrutement de la saison prochaine, il est fait même. Tu parles de la saison 2020-2021. 20-21, Il est oui. fait. Elle est terminée déjà, donc là, le recrutement, il est fait. Et là, maintenant, on est déjà sur 2021-2022. Ah oui, d'accord. Donc, deux autres questions. La première, c'est, tu parlais du rapport humain. Est-ce que tous les joueurs, bien évidemment ceux avec qui tu as joué, mais les nouveaux, est-ce que vous êtes dans le tutoiement? C'est-à-dire? Est-ce que les joueurs te tutoient, un jeune qui arrive, un Oui, Crabot? ouais, à part les tout jeunes, il y en a un qui me vous voit là. S'il voit cette vidéo, il va se reconnaître. J'ai beau lui dire qu'il me tutoie, mais il me voit. Mais il est né en 2002. Donc, Ah bon. moi, en 2002, j'étais déjà professionnel. Et lui, il naissait. Donc ouais, il me vous voit, lui, mais je déteste ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui me vous voient, quoi. C'est en tout cas pas au rugby. Disons, Et pas au toi, rugby. tu en vous vois beaucoup? Moi, je vous vois tout le monde. La première fois que je parle à une personne, je la vous vois. Surtout si je parle des personnes qui sont plus âgées que moi ou que je rencontre dans un cadre complètement professionnel. Je vous vois toujours la personne jusqu'à ce qu'elle m'autorise à la tutoyer. Voilà. Donc ça, c'est Euh, je te on m'a disais appris. deux questions. Il y en a une qui vient d'un supporter et qui te demandait, si c'est Étienne qui te demandait ça, est-ce qu'on pourra faire, alors c'est hypothétique au niveau de la période, mais faire un peu comme à Colombes et réunir avec un barbecue les joueurs, le staff, les bénévoles et les abonnés, comme ça a pu être le cas à l'époque à Colombes. Alors tu es directeur sportif, mais est-ce que toi, est-ce que ce message-là de Bien réunir, sûr, bien sûr. est-ce que ça te parle? Est-ce que tu trouves ça Bien pertinent? sûr. C'est Oui, quelque bien chose. sûr. C'est pertinent et si je te montre mes notes, je l'avais noté, notamment sur les bénévoles. Après, il faut qu'on comprenne qu'on est passé de Colombes à Paris La Défense Arena. Paris La Défense Arena, c'est une nouvelle enceinte qui est révolutionnaire dans le fait qu'elle soit fermée, dans le fait que c'est Jackie Lorenzetti qui l'a construit avec ses fonds propres, qu'il a mis en place Paris La Défense Arena, une régie qui s'occupe de tout ça, et qu'elle a que 2 ans malgré tout, même moins de 2 ans. Donc, on apprend en fait. On apprend et je pense qu'on aura notre rythme de croisière, on sera rodé comme ça pouvait être le cas à Colombes le plus rapidement possible, j'espère, mais qu'il faut être indulgent quand il y a des choses qui se passent pas comme ça se passait à Colombes. Faut pas s'inquiéter, ça va venir. Il y a par moment des priorités à avoir, ça a été d'y trouver nos repères sportivement déjà. Parce que même si la première année s'était très bien passée, la deuxième année un peu moins, on a beaucoup perdu à domicile. Donc trouver nos repères sportivement, s'approprier un petit peu cette arène qui n'est pas que la nôtre, puisqu'il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de concerts. Donc c'est différent d'un stade dans lequel il y a qu'un seul club résident. Et une fois qu'on se sera approprié cette enceinte-là, on partagera beaucoup plus. Avec les bénévoles, avec les supporters, avec tout ça, mais ça va très vite venir. Il C'est me dans mes reste plans. une question, et non des moindres quand même. Bon, alors cette année, on sait que non, mais l'année prochaine, tu préférais que le Racing soit champion de France ou champion d'Europe? Les deux, mon général. Parce Non, non, que, si, mais non, mais là, t'es pas à la télé, là. mais je suis pas à la télé. Mais alors, vas-y, on n'est pas à la télé. Tu préfères ton père ou ta mère? Mais on n'est pas à la télé. Ben voilà, c'est ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Mais non, mais ça veut dire quoi? Si tu préfères la Coupe Bon, d'Europe, t'as ça pas veut le dire que. choix. Arrête, Yannick, t'as pas le choix. On te dit, il faut être champion de France ou champion d'Europe. Et tu sais Eh que ben, je chaque dis fois. champion d'Europe alors. Je dis Eh champion bien d'Europe voilà. parce qu'on n'a pas Eh été. bien voilà. On n'a pas été. Voilà. Parce qu'on n'a pas été. Si je dois choisir et que j'ai pas le choix, je dis champion d'Europe. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que quand tu es champion, tu es champion. Et quand tu es champion, tu as envie de tout gagner. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que ça veut dire que tu préfères la Coupe d'Europe, ça veut dire que si t'es. Moi, si je suis champion d'Europe et
les fois où j'ai pas été champion de France, mais je suis déçu parce que j'ai pas été champion de France. Donc je suis plus souvent déçu que je suis heureux, mais c'est comme ça. Et je me dis pas non, j'ai déjà été champion d'Europe, bon, c'est déjà bien. Non, je me dis pas ça. Je me dis que je suis passé à côté d'un titre de champion de France et que j'ai perdu une occasion de champion de France. C'est un tempérament de champion, donc c'est pas de la langue de bois que je te dis. C'est juste que j'ai pas envie de choisir. C'est que je veux gagner, c'est tout. Et je pense que quand on est au Racing ou dans un grand club, il faut avoir cette mentalité-là. Il faut vouloir tout gagner, toujours. C'est une jolie conclusion. Merci, monsieur le directeur sportif du Racing 92. De rien, monsieur le MC Dalgrand. C'est ça que tu as dit, MC Dalgrand. Ça y est, on finira là-dessus. On t'embrasse, Yannick. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Et puis, on se retrouve très vite avec de nouvelles aventures, avec toujours de la bienveillance et du jus d'abricot. Merci, Yannick. Par contre, il n'y avait pas le jus d'abricot. Je l'amènerai la prochaine fois au Racing. Allez, okay, pas de problème. Ciao. Salut.